tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, mais je vous propose un petit vlog 7 jours 7 livres. C'est la première fois que je fais un vlog 7 jours 7 livres, mais ce n'est pas la première fois que je fais un vlog sur la chaîne. Je ne suis plus très habituée, donc j'espère que je serai suffisamment constante et que je penserai à prendre régulièrement la caméra parce que c'est un petit peu ce qui me fait défaut. Mais donc pour ce petit challenge que je me suis lancé à moi-même, j'ai tout d'abord prévu de lire, et c'est avec ce livre-là que je vais commencer ce petit challenge 7 jours 7 livres. Donc Ash is Falling for the Sky de Neil Gaiman et Matthew Guibé. J'en entends parler partout depuis sa sortie, mais c'est vrai que l'essor qu'il a connu avec l'explosion de BookTok, ça a été quelque chose et je ne pouvais plus vraiment passer à côté. J'avais beaucoup de recommandations déjà d'une part, mais aussi un petit peu peur de me faire spoiler. D'autant que le préquel est sorti là récemment, donc c'est Just Wanna Be Your Brother je crois. Voilà, donc il est temps que je me mette à jour, donc je vais commencer à lire ce premier tome. J'ai également acheté le second pour être sûre de pouvoir enchaîner les deux, puisqu'apparemment il est très difficile de quitter l'histoire du tome 1 sans avoir le tome 2, donc voilà, je profite du fait que tout est publié, donc c'est beaucoup plus simple. Donc ce sera mon livre pour le deuxième jour je pense, et pour le reste je vous avoue que je n'ai pas encore très bien réfléchi, mais je pense que je sortirai radicalement de ce genre là. Donc il me semble que c'est de la romance mais un petit peu sombre, pas au sens de la dark romance mais plus au sens de thématiques assez lourdes abordées dans les romans, et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je lis beaucoup. Non pas les thématiques lourdes parce que ça j'en suis quand même assez... j'aime beaucoup les ouvrages qui traitent de sujets sérieux et compliqués, mais plus avec l'aspect romance, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je lis. Donc je pense qu'il va falloir d'abord sélectionner un petit peu ce que je pourrais lire durant ce challenge. Alors j'ai une palle qui est préfaite ici. Ici vous avez petit chat qui fait de dos au soleil. Petite palle préfaite, c'est la palle que je vous ai présentée dans ma vidéo de pile à lire du printemps. J'espère que ça va niveau luminosité parce que je suis un peu à contre-jour là. Hop, peut-être que ce sera un petit peu mieux. Donc ce que j'aimerais faire, c'est, voilà, comme je vous disais, sortir un petit peu du côté romance, et dans cette palle, du coup pour repartir en fantasy, j'aimerais beaucoup lire, évidemment je n'arrive pas à l'attraper. Je pense que je mettrai celui-ci, il faut que je le termine, je l'avais commencé en décembre et je commence un petit peu à perdre le fil. Ce serait bien que je le reprenne, il n'est pas très long, donc parfait pour ce challenge. Je pense que je vais sortir celui-là, donc ça fait 3. Pour le quatrième, je pense prendre celui-ci que j'ai envie de lire depuis un petit moment maintenant et qui, voilà, qui traîne dans ma palle, qui est écrit extrêmement gros. Et un petit peu de fantasy, ce sera cool. Donc 4, le cinquième. Ah oui, parce qu'il y en a de l'autre côté aussi, c'est pour ça que c'est un peu... Je pense que le cinquième, ça pourrait être Rouge de Pascaline Nolo, que je veux lire depuis un bon moment aussi, donc ça pourrait être ça. Un que je peux me glisser en audio, je vais prendre celui-là. Donc on en a 3, 4, 5, 6, il m'en manque plus qu'un. Voilà, pour le sixième, je vais prendre Pauline de Dumas, ça fait un petit moment que je veux le lire aussi. Il est assez bref et voilà, rajouter un classique dans cette palle, je pense que ça peut être pas mal. Bon voilà, la palle choisie, on l'a choisie ensemble finalement puisque je n'avais pas préparé le début de la vidéo. Les H sont écrits assez gros, je pense que ça ira vite. Il y en a un que je peux faire en audio, ça aussi du coup ça devrait aller relativement vite. Et les autres, il y en a un que j'ai commencé. Voilà, et puis après, il faut lire, voilà, tout simplement, c'est le principe du challenge. Et du coup, on va tout de suite commencer avec la lecture de Ash is Falling for the Sky, voilà. Je suis très curieuse de lire ce premier tome, j'ai vraiment hâte de me faire mon idée. Il y a donc, alors on va voir, il y a 349 pages, donc ça devrait aller. J'espère que niveau cadrage, luminosité, tout ça, ça ira à peu près. Je me suis toujours pas fait à ma caméra, j'essaie de me familiariser mais c'est difficile. D'ailleurs pour ce vlog, comme vous avez pu le voir, je voulais revenir un peu plus fréquemment pour vous parler. Mais encore une fois, je viens juste d'avoir ma caméra, donc je n'ai pas encore le réflexe d'aller vers elle. Et c'est vrai que filmer avec le téléphone avant, c'était assez compliqué lorsque je faisais des vlogs.
Faut vraiment que cette habitude me vienne. Bon, je pense que ce sera progressif. Les réglages, ce sera la même chose, donc je vous demande vraiment d'être indulgent. Comme vous avez pu le voir, j'ai lu les 2 tomes d'Ashes Falling for the Sky. Voilà, donc pour l'instant, je me tiens pas trop mal à ce challenge de 7 jours 7 livres, puisque en 2 jours, j'ai lu 2 livres. Alors donc Ashes Falling for the Sky, c'est une duologie de Nin Gorman et Mathieu Guibé publiée chez les éditions Albin Michel. Je pense que vous avez vu passer ce livre absolument partout, que ce soit sur Bookstagram, Booktube, Booktok, parce que c'est un véritable phénomène en termes de mise en avant. J'ai vu énormément d'avis très élogieux sur la duologie et au bout d'un moment forcément j'ai fini par craquer. Je vous laisse contempler la richesse de mes annotations. Mais voilà, j'ai beaucoup annoté. Alors, en général, j'annote quand je lis un classique ou un livre dont je veux absolument me souvenir, ou je sais pas, des espèces de phrases, de citations, des punchlines, des choses en fait qui vraiment, je sais pas, me parlent à un moment donné, me font sourire, me font pleurer, qu'importe, en tout cas m'apportent quelque chose en tant que lectrice à ce moment-là. Là, je n'ai pas fait ça. Là, j'ai annoté d'une façon complètement différente. J'ai beaucoup annoté en fonction des personnages, en fonction des actions, et en fait pour vous montrer, parce que je vais donc pointer directement pour moi le point faible de cette duologie, il se passe beaucoup trop de choses. Et en fait pour vous donner un ordre d'idée, j'ai des post-it pour les états d'âme de chaque personnage, les personnages annexes en fait, donc à Sky et Ash qui sont les 2 personnages principaux. J'ai des post-it pour pour les actions et les personnages en gros. Et en fait je vous laisse voir de très très près à quoi ça ressemble, et en fait c'est gigantesque. Sur des ouvrages en voyez, en jeune adulte, je trouve que c'est beaucoup, et c'est beaucoup parce qu'il se passe énormément de choses dans cette duologie. Alors déjà, avant toute chose, je tiens à préciser, parce que moi je n'avais pas complètement compris, alors peut-être que je suis un petit peu idiote sur cette question, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait tout un côté, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais je pensais qu'il y avait autre chose que la romance dans ces ouvrages. Alors oui, il y a des thématiques qui sont annexes à la romance, mais toutes ces thématiques vont dans le sens de la romance. Comment vous expliquer ça de façon plus claire, puisque visiblement j'ai l'impression d'être assez confuse. Les personnages traversent des moments très difficiles, il leur arrive vraiment des choses traumatiques, mais tout cela tend vers le fait de les réunir, ou alors est étudié ou est amené à l'aune de ce que ça fera de leur relation, ce qui adviendra d'eux par la suite. Et je n'aime pas trop cet aspect-là. J'ai l'impression qu'en fait l'individualité des protagonistes est invisibilisée par l'entité du potentiel couple, et ça c'est quelque chose dont je ne suis pas très très friande. Mais après de base je n'aime pas trop la romance non plus, mais ce côté en plus vraiment interdépendant, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et pourtant même si je n'aime pas la romance, il y a des schémas types de romance que j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup chez Brittany et Chéri le fait qu'on suive des personnages qui vivent des situations dramatiques, qui sont vraiment à des moments déterminants et clés de leur existence, et qui vont apprendre à se connaître eux-mêmes à travers la relation qu'ils vont avoir avec un autre protagoniste. J'aime beaucoup tout ça, mais c'est quelque chose de très lent. Enfin, c'est vraiment, j'aime beaucoup le slow burn en fait, parce que je trouve que c'est ce qui est intéressant, et je trouve aussi que c'est ce qui est le plus proche finalement des relations réelles qu'on peut entretenir avec les gens. Là on est dans quelque chose qui fait quand même très romancé, et je trouve que les personnages vivent des successions d'événements très très difficiles à une allure incroyable. C'est-à-dire que on suit les protagonistes sur un peu plus d'une année, oui, légèrement plus d'une année, dans ces 2 tomes, et c'est incroyable le nombre de choses qui se passent à la fin. Personnellement j'en pouvais plus, mais j'en pouvais plus parce que j'y croyais pas en fait. C'est comme si je sais pas, l'espèce de pacte qu'on peut avoir au moment de lire un livre, ce pacte en fait qui est que certes le lecteur est informé du fait qu'il ne va pas être dans l'univers vrai, dans la vraie vie, mais l'auteur en gros s'engage un petit peu à lui donner des éléments qui vont faire qu'il va avoir l'impression d'être dans le monde vrai, ou alors au moins de pouvoir s'immerger dans un univers crédible. Et en fait à la fin de cette duologie, j'ai perdu ce filon là en fait. Je ne me sentais absolument plus intégrée dans l'histoire,
Et alors voilà, un autre des gros points noirs pour moi de cette saga, c'est que je voyais les choses venir depuis le début. Vraiment, chaque petit élément, chaque petit élément, lorsqu'il y avait la révélation qui arrivait en fin de chapitre, donc vraiment façon cliffhanger en plus, j'avais déjà repéré ça des pages et des pages avant. Alors je suis pas la seule à dire ça, clairement, c'est quelque chose que j'ai vu passer à plusieurs reprises sur différents réseaux. Voilà, après, encore une fois, je pense que je suis absolument pas le public cible, vraiment pas. Comme je vous l'ai dit, on est sur de la romance, ce n'est absolument pas ce que je suis habituée à lire. J'ai même beaucoup de mal avec certains schémas de la romance et voilà, donc du coup ça l'a pas trop fait pour moi, Ashes Falling for the Sky. Et c'est très dommage parce que j'aime énormément Mathieu Guibé, j'aime beaucoup ce qu'il fait, même humainement c'est quelqu'un que je trouve très sympathique, dont j'apprécie énormément le travail. J'ai adoré Tragic Circus, j'ai beaucoup aimé le premier tome d'Elvira Time, j'aime beaucoup l'acidité de sa plume, mais la poésie aussi dont il est capable de faire preuve dans ses ouvrages. Et c'est vrai que là, moi j'ai pas retrouvé ça. Alors après évidemment ce sont des livres, ce sont des ouvrages écrits à quatre mains, c'est pas du tout la même dynamique, et puis même les auteurs sont les premiers à le dire dans la préface de la duologie. À la base, cet ouvrage, c'était un projet Wattpad entre potes et avec la rédaction d'un chapitre par jour, je crois. Donc c'était vraiment destiné à une lecture rapide sur Wattpad. Mais alors peut-être que ça m'aurait plus plu sous un format comme ça, mais là d'avoir enchaîné les deux tomes, pour moi ça n'a pas été extrêmement agréable. Et voilà, j'ai pas été conquise par cette duologie. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. J'espère que j'ai été relativement claire parce que mes idées se sont un petit peu embrouillées, ont été un petit peu confuses. J'ai terminé donc ces deux livres-là, donc je validais les 2 premiers jours de ce challenge, 7 jours, 7 livres. Et bon, alors là, aujourd'hui, je pense que je n'aurai clairement pas le temps de le terminer, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour l'avancer en tout cas. J'ai décidé de lire Le Pont des Tempêtes, donc je triche un peu puisque, comme vous l'avez vu, il n'était pas dans ma palle initiale pour ce 7 jours, 7 livres, mais il me tente énormément. Ça fait peu de temps qu'il est dans ma palle depuis le jour de sa sortie, donc ça doit faire 1 mois. Mais j'ai très envie de le lire. Voilà. Je vous montre un petit peu plus à quoi il ressemble, plus en détail en tout cas que ce que je l'ai fait dans le book haul. Donc vous avez une carte qui se cache derrière la dust jacket. Ensuite vous avez le livre en lui-même qui est très beau aussi. Et à l'intérieur vous avez les illustrations avec les 2 personnages principaux. J'entends que du bien de cette saga, vraiment que du bien. Ça va me faire de plaisir de retourner dans un univers de fantasy. Parce que je pense que c'est aussi ce dont j'ai besoin. C'est aussi peut-être ce qui a contribué au fait que j'ai du mal avec Ashes Falling for the Sky, parce que j'étais peut-être pas dans un mood aussi pour me lancer dans ce type de lecture, je ne sais pas, mais en tout cas très heureuse de retourner vers un petit peu de fantaisie. Je vais essayer d'être un peu plus assidue et de revenir vers vous en cours de lecture, en tout cas pour ce livre-là. Alors j'avais prévu d'avancer un petit peu ma lecture du Pont des Tempêtes. Je suis page 219, pardon. Mais donc j'avais prévu, mais comme vous pouvez le voir, je me suis endormie, voilà, donc je me suis endormie et puis je me suis bien endormie même. Donc bon, finalement j'ai moins avancé que ce que je voulais. Après du coup je vous disais, je suis page 219, il y a 400 pages, je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Donc là c'est le 2e jour où je suis dessus. Je vais quand même essayer de m'activer un petit peu parce que quand même c'est un gros bébé mine de rien. En parallèle, je suis désolée, vu que je me réveille de cette énorme sieste là, j'ai du mal à parler. Donc en parallèle, j'ai commencé ma lecture de Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc là pour le coup c'est une lecture, comme je vous avais expliqué, que je fais en audio. J'en suis à 20% sur Nextory. Ça va, c'est plutôt
pas mal, en sachant que bon, j'ai du ménage à faire, j'ai 2-3 trucs à faire, donc j'écoute environ en 1,75 parce que sinon je m'ennuie atrocement lorsque j'écoute en 1. Donc en 1,75 ça passe relativement vite. Il me reste combien de temps en 1,75? Il me reste 5h56, ouais, donc en gros je l'aurais terminé d'ici 3h40. Quelque chose comme ça. Et je suis désolée, je fais que bailler. Parce qu'il va y avoir plein de coupes. Aussi ce matin, je me suis motivée parce que... je vais d'abord commencer par vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Glénat. Parce que j'étais trop contente. J'ai reçu La Dame de la Chambre Close de Minetaro Mochizuki. C'est un manga que je veux lire depuis des années. Sauf qu'il n'existait plus. En fait, il n'était plus édité en français. Ou il était trouvable à des prix exorbitants. Et là, voilà, Glénat a ressorti cette édition-là, qui est donc dans un format, on va dire, c'est pas un grand format, mais on va dire c'est un format moyen pour les mangas. Si je compare avec, attendez, je vais vous montrer. Hop, ça c'est la taille d'un manga classique et voilà la taille de La Dame de la Chambre Close. Je suis tellement désolée. J'arrête pas de bailler, c'est horrible. Donc La Dame de la Chambre Close, c'est un manga horrifique alors que Hiroshi s'était enfin décidé à déclarer sa flamme à la fille qu'il aime. Le voilà harcelé par une inconnue, qui est donc cette grande femme à l'imperméable lugubre qui s'invite chez lui. Pourquoi l'appelle-t-elle à toutes les heures du jour comme de la nuit? Que lui veut-elle et pourra-t-il lui échapper? Découvrez ce one-shot haletant et angoissant par l'auteur de Dragonhead. Voilà, ça a l'air super cool et j'ai pas lu Dragonhead, mais je pense que ce sera l'étape suivante. Ensuite, une BD que j'ai reçue de la part des éditions Bambou. Alors elle est arrivée un petit peu éclatée, c'est dommage, mais bon. Par contre, elle est vraiment très jolie. Donc ça s'appelle Le Dernier Quai. Et j'aime beaucoup, enfin c'est un petit peu un mix les illustrations, il y a des moments où ça me fait un petit peu penser aux univers de Ghibli comme c'était le cas ici, où ça me faisait penser notamment au voyage de Chihiro. Et sinon il y a un petit côté aussi de la bande dessinée Lou. Alors c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir, mais c'est les deux inspirations que j'y ai trouvées en feuilletant. Donc les clients de cet hôtel ont un point en commun, ils viennent tous de mourir dans un rituel immuable. Émile, en note bienveillant, les accueille et les guide pour qu'ils puissent faire un point sur leur vie et trouver une forme de résilience. Quant à ceux qui ne parviennent pas à faire la paix avec eux-mêmes, ils connaissent un sort peu enviable. Tout est réglé comme une horloge à l'hôtel du Dernier Quai. Pourtant, un grain de sable va enrayer les engrenages. Cette fois, des nouveaux pensionnaires n'ont aucun souvenir de leur ancienne vie. Dès lors, comment les aider? Ça a l'air super cool. Voilà, ça c'était les réceptions. Il y en a une autre, elle est là-bas, mais j'ai la flemme. Comme vous pouvez voir, je fais que bailler, donc c'est déjà une énergie incommensurable là de juste être, ne pas être en train de dormir. J'ai repris Le Chant d'Achille que je ne retrouve plus depuis mon déménagement et que j'avais très envie de relire ces derniers temps. Ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai 1 million de livres à lire. Mais en tout cas je voulais le récupérer, donc réécriture de l'Odyssée. Et ensuite, non pas du tout, de l'Iliade et partie un petit peu réécriture de l'Odyssée, même si on est centré uniquement sur le personnage de Circé. Circé de Madeline Miller justement, donc même autrice, que je n'ai pas encore lu, qui a fort bonne réputation et qui me tente beaucoup. Et enfin, le dernier achat, la raison pour laquelle je suis allée en librairie, je dirais, parce que c'était son jour de sortie. Oui, c'était son jour de sortie. Alors, d'ailleurs je suis arrivée à la Fnac. Bon après j'aime pas trop acheter neuf, j'aime pas trop acheter à la Fnac, mais bon là j'avais pas le choix. Il était pas sur table, alors je commençais à le chercher dans le magasin et quand je suis allée le demander à la dame, elle m'a regardé, elle a dit mais quand même, vous avez regardé où étaient les noms des auteurs? Ben non, enfin je sais pas, il vient de sortir. Dans la mesure où les deux sexus se sont absolument toujours en tête de gondole, je n'étais même pas... Bref, j'étais même pas allée voir en rayon. Donc voilà, il est comme ceci et donc au dos vous avez... sur la deuxième jaquette vous avez une carte. Donc c'est un livre de Stéphane Garber. Alors est-ce que c'est un one shot? Bon, je suis en train de chercher si c'est un one shot. Oui, parce que alors maintenant, comme je suis toujours pas habituée à la caméra, ça doit faire 10 fois que je le dis dans le vlog, j'oublie chaque fois que je peux me servir de... Donc je voulais regarder si c'était un one shot. Et non, ce n'est pas un one shot évidemment, sinon ça aurait été cool de pouvoir lire. Mais bon, apparemment il est vraiment très addictif et pour ma part je fais partie des personnes qui avaient adoré Caraval. Caraval c'était
genre une de mes sagas favorites quand j'ai commencé le Young Adult, quand j'ai commencé Instagram. Malheureusement, Bayard n'a jamais traduit le 3e tome. C'est une petite maison d'édition qui a donc publié le final que je n'ai jamais acheté. Et aujourd'hui, si vous les voulez en grand format, les Caravales... bah je sais pas, apprêtez-vous à vendre un rein parce que c'est vraiment un délire. Aussi loin qu'elle se souvienne, Evangeline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses. Jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Désespérée d'empêcher le mariage et de guérir son cœur blessé, la jeune femme conclut un accord avec le charismatique mais diabolique prince de cœur. En échange de son aide, il lui demande 3 baisers à donner à la personne au moment et à l'endroit de son choix. Mais après avoir donné son premier baiser, elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux et que le prince de cœur veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle a accepté de lui offrir. Il a de grands projets pour Evangeline, des projets qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit par la plus exquise des tragédies. Là où je pense que ça va être bien, c'est qu'on reste vraiment dans ce registre qui va très très bien à Stéphanie Garber, à savoir ces jeux de dupes un petit peu, où on ne sait jamais si les personnages sont gentils ou méchants, s'ils servent leur propre intérêt, ou si en fait ils se sacrifient pour une cause plus noble et plus grande. Bref, c'est quelque chose qu'elle fait très bien, donc je suis plutôt contente. En attendant, là, je pense que je vais aller continuer... Faut que je fasse un peu de ménage, comme ça j'avancerai aussi la nuit où les étoiles se sont éteintes. Qu'est-ce que je vais faire? Non, compte tenu de ma fatigue, je pense que je ne vais pas lire, parce que si je lis, je vais me rendormir en fait, donc c'est pas possible. Donc je vais aller avancer un petit peu mon écoute de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et je me suis rendu compte que ce petit update n'a pas servi à grand chose puisque je ne vous ai rien dit sur mon avancée dans Le Pont des Tempêtes, mais j'aime énormément, je trouve que c'est super. Alors j'ai mis énormément d'annotations. Ce qui est bien, c'est qu'avec le jaspe page on les voit pratiquement pas, je trouve. Donc j'avais peur que ça casse vraiment la belle esthétique que Brajlon avait conçue autour de ce titre, mais ce n'est pas le cas, donc je suis plutôt satisfaite. Et maintenant c'est parti pour La nuit où les étoiles se sont éteintes et travailler un peu, ménage, je sais pas, peut-être des photos pour Instagram, voilà, à voir. Entre-temps, une journée s'est écoulée. Comme vous avez pu voir, je vous ai montré un petit peu les achats que j'avais pu effectuer chez Action, puisque je voulais me relancer un petit peu dans la rédaction d'un cahier, enfin d'un journal dans lequel je compile mes lectures, mes piles à lire, etc. etc. Je sais pas, c'est un petit temps qui me fait du bien, où je pose un petit peu ma tête, tout ça. Donc voilà, je suis allée acheter 2-3 trucs à Action dans cet esprit-là. Ce qui m'a fait perdre pas mal de temps finalement, je trouve. Et ensuite, je suis sur un nouveau projet d'écriture en fait qui me tient pas mal à cœur, sur lequel j'aime beaucoup travailler. Et c'est vrai que ça me demande pas mal de temps. Mais j'ai tout de même avancé, bien que nous soyons le
7e jour et que donc je n'ai pas réussi ce challenge. J'ai modifié quand même certaines choses, hein, donc vous allez voir. Notamment, je vais commencer par vous donner mon avis sur les... Parce que quand même, j'ai terminé les 2 à temps. Donc en premier, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi que j'ai fait à la fois en audio et en papier. J'ai alterné les 2. J'ai déjà lu beaucoup de titres de Virginie Grimaldi. J'ai lu Les Possibles, Quand nos souvenirs viendront danser, et Que ne durent que les moments doux. Bref, j'en ai lu quelques-uns et je sais que beaucoup de personnes reprochent peut-être à sa plume une trop grande simplicité. Personnellement, c'est quelque chose que j'affectionne pas mal. Il y a des très jolies thématiques chez cette autrice. Ici, on suit une maman qui est dans une situation financière vraiment difficile et qui va faire le choix de ne pas rembourser ses dettes suite à la perte de son travail, mais de prendre ses filles avec elle en road trip, puisque l'une vit du harcèlement scolaire et l'autre a 17 ans et est dans une phase de son adolescence très difficile, et donc elles vont partir toutes les 3 en voyage et donc on va suivre les aventures de cette famille qui est dans une passe extrêmement difficile, mais c'est très émouvant. Il y a notamment une scène extrêmement touchante durant laquelle Anna, donc la maman des 2 jeunes filles, donc de Chloé et de Lily, va voir sa grand-mère à l'hôpital et en fait donc elle nous explique ce qu'elle ressent à l'idée de potentiellement perdre sa grand-mère qui maintenant est à un âge extrêmement avancé. C'est une scène qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvée très poignante. Je trouve que Virginie Grimaldi est très très forte pour traiter de ces thèmes que j'aime bien, où on a des relations un petit peu intergénérationnelles. C'est toujours très joli, très doux. Moi ça me fait beaucoup penser à ma mamie, donc j'ai pleuré un petit peu comme un bébé. De toute façon, je n'ai jamais terminé un livre de Virginie Grimaldi sans pleurer. Donc voilà, je sais encore une fois que beaucoup de personnes n'adhèrent pas forcément à ce style qui est trop simpliste pour certains, mais je sais pas. Moi j'ai passé un bon moment en tout cas, peu importe finalement. Et ensuite alors celui-là. Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen, que je vous ai déjà présenté 10 fois depuis le début de ce vlog, donc je vais m'arrêter. J'ai adoré ma lecture, adoré. Juste préparez-vous si vous vous lancez à ne pas avoir la suite à disposition, puisqu'elle n'arrivera qu'en automne 2023, donc je ne sais pas exactement si on parle du début d'automne ou de la fin d'automne. Brajlon s'est laissé cette liberté en mentionnant seulement la saison et non pas le mois. Mais alors j'ai extrêmement hâte puisque l'histoire finit sur un cliffhanger absolument insoutenable. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je peux vraiment vous en dire que du bien parce que j'ai mis quand même 2-3 jours à le lire. Ça a été difficile parce que j'avais beaucoup de choses à faire et que j'étais pas forcément en forme ces derniers temps. Mais l'univers est très immersif, ça fait beaucoup de bien justement quand on est dans une phase un petit peu pas très bien en fait, de se plonger dans un univers qui n'est pas, qui est dense, enfin suffisamment dense pour qu'on s'y voit, mais c'est pas un univers de fantasy dans lequel vous allez être perdu avec des notions de conflit ou de complot politique qui sont là depuis des générations et des générations. C'est un peu plus simpliste que ça. Ce qui est quand même beaucoup mis en avant, c'est la relation entre Lara et Aren, qui sont donc les 2 protagonistes principaux, qui sont donc contraints de se marier l'un l'autre suite à une espèce de pacte qui a été passé entre leurs 2 peuples pour que règne la paix. Et Lara en fait vient initialement dans le pays d'Aren pour l'assassiner et pour venger son pays des injustices que son pays peut subir. Mais bon, il va s'avérer que Lara va se rendre compte que finalement on lui a raconté beaucoup de choses et que très peu sont véridiques, et donc elle va se remettre en question et se rendre compte que finalement on ne l'a pas forcément éduquée, on ne lui a pas forcément inculqué des choses qui étaient factuellement vraies. Bon, c'était vraiment très sympa, les 2 protagonistes principaux sont très intéressants. L'héroïne est badass, vraiment, mais elle n'a pas que ça, elle est aussi très vive d'esprit, elle est rusée, elle est drôle. Et ça c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée dans le roman, c'est qu'on a énormément de punchline, les personnages vraiment s'en envoient plein la gueule à certains moments. Mais c'est toujours fait avec beaucoup de douceur et d'humour. Et la fin, voilà, bon la fin moi je m'en remets pas personnellement, mais en tout cas c'était très cool le pont des tempêtes, j'ai beaucoup aimé. Et vu que j'avais pas le temps de lire autre chose, de me lancer vraiment dans un autre roman, mais attendez, je vous dis des bêtises en fait.
puisqu'il y a un autre roman que j'ai terminé. Quand je l'ai reçu, je me suis lancée directement parce que alors, en fait, je sais pas trop pourquoi, parce qu'il était écrit gros peut-être et que j'avais besoin d'une coupure. Mais vous voyez, je l'ai déjà oublié tellement ça n'a pas été... voilà. Donc Le défi de Jérusalem d'Éric Emmanuel Schmitt, publié chez Albin Michel, donc c'est le dernier ouvrage de l'auteur. J'aime énormément la saga. Alors je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas chez Éric Emmanuel Schmitt. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec sa façon de décrire le corps des femmes. J'ai beaucoup de mal avec ses descriptions de la sexualité. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Par contre, ce que j'adore, c'est vraiment à quel point il est vraiment féru de recherches historiques, ésotériques, religieuses, ethnologiques. Bref, tout ça, ça me passionne. J'aime beaucoup voilà, son caractère très de chercheur en fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et donc je me suis dit bon bah voilà, Albin Michel le proposait dans son catalogue, je me suis dit bon bah je vais tenter, même si du coup c'est un livre qui est complètement annexe à La Traversée des Temps, qui est la saga d'Éric Emmanuel Schmitt qui est en cours, qui est vraiment extrêmement dense et qui reprend quasiment tous les épisodes bibliques depuis Noé. Là on est dans quelque chose d'actuel et en plus de ça on est dans une expérience que fait l'auteur à notre époque, puisque c'est un petit peu l'histoire de son voyage à Jérusalem, sa rencontre avec Jérusalem et avec tous les lieux saints qu'il n'avait jamais vus jusque là, donc c'est vraiment son pèlerinage et à la fin sa rencontre avec le pape François. Alors du coup ça parle énormément de la foi et c'est vrai que si c'est intéressant de voir comment les gens vivent leur foi, parce que je trouve que c'est toujours... je trouve ça émouvant, la puissance des croyances et puis l'expérience que font véritablement les personnes de la foi, c'est très intéressant, mais j'ai pas trop aimé, voilà, ça parlait beaucoup d'expériences mystiques aussi que peut faire l'auteur durant ce pèlerinage dans des lieux où justement on parle de ce qu'on pourrait appeler, enfin de ce qui est appelé d'ailleurs la folie de Jérusalem je crois, avec des personnes qui ont des hallucinations, des visions et l'impression de fréquenter le Christ ou Marie ou la Vierge Marie de très près. Bref, donc tout ce côté-là, ça donne un côté extrêmement moderne à la religion, dans le sens où voilà, on découvre vraiment ce que c'est le pèlerinage religieux, quelles sont les différentes étapes qu'on peut suivre donc en allant à Jérusalem et en se lançant dans ce type de pèlerinage. Donc voilà, ça d'un point de vue informatif c'était intéressant. La plume d'Éric Emmanuel Schmitt est très élégante de façon générale, donc là ça n'a pas spécialement échappé à la règle, mais l'ouvrage ne m'a pas plus emballé que ça. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, j'ai failli oublier de vous en parler. Et enfin j'ai terminé, c'est le dernier ouvrage dont je vous parlerai sur cette vidéo, après je vous laisse tranquille, La Dame de la Chambre Close de Minetaro Mochizuki, publié chez Glénat, qui est un ouvrage que je voulais lire depuis très longtemps mais qui n'était plus édité par Glénat, qui était trouvable seulement à des prix excessifs, donc je ne me l'étais jamais procuré. Et puis Glénat l'a réédité, ce dont je suis absolument ravie puisque j'ai beaucoup apprécié cette lecture qui a plus des allures de légende urbaine, je dirais. Dans cette histoire on suit Hiroshi qui un jour entend frapper à la porte de son voisin assez tard dans la nuit, vraiment des coups répétés, et il finit par en avoir marre, il sort et là il voit une grande dame avec de très longs cheveux qui lui demande où est son voisin et lui n'en sait rien, voilà, et c'est une scène qui va se reproduire jusqu'à ce que cette femme se mette à l'harceler lui. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, mais vraiment c'était super et j'ai beaucoup aimé justement ce côté, comme je vous disais, légende urbaine. Vous avez une première page ici qui est illustrée en couleur et ensuite vous repartez donc sur quelque chose de plus classique. Alors dès les premières planches vous avez donc cette dame qui apparaît, dame qui est absolument terrifiante, je vous le dis. Mais j'ai beaucoup aimé et je pense que je me procurerai, je crois que c'est Dragonhead du même auteur, une saga aussi qui fait un petit peu flipper. Je me demande si Glénat ne va pas la rééditer aussi, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils font pas mal en ce moment. Ils ont réédité Kazuo Umezu, là ils sont en train de rééditer celui-là, donc j'imagine que Dragonhead suivra logiquement l'ordre de publication. J'ai hâte de voir ça en tout cas, parce que ça j'ai beaucoup aimé ce titre là. Donc si on fait le bilan, qu'est-ce que j'ai lu? Les deux Assises je les ai lus. On a dit le défi de Jérusalem, ça fait 3. Est-ce que vraiment le manga on le compte? Faites-moi plaisir, on le compte. Ça fait 4.
2, 3, 4, ok. Le Pont des Tempêtes, 5 et le Virginie Grimaldi, 6, c'est pas trop mal, mais voilà. Bon, en sachant que je n'ai pas du tout respecté la palle initiale. Bon, au final, j'ai lu 4 livres sur 7 que j'avais prévu, donc ce que je ferai, c'est que je referai une palle pour un autre challenge, 7 jours 7 livres, où je mettrai La Longue Nuit rouge et Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. Et voilà, je pense que ça peut être pas mal comme idée. En plus, c'est un format que j'aime bien. Donc moi, ça me challenge un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez lu certains de ces livres, que vous envisagez de les lire, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Je serais ravie de voir vos avis. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt.